Bienvenue, bonsoir, bienvenue à Agora, la voix de l'Afrique. Ce soir, nous allons aborder le Niger et les problématiques et les enjeux liés au taux de fécondité dans le pays. Ensuite, nous allons aborder les avantages et les inconvénients et les solutions possibles. Le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec le taux de fécondité le plus haut dans le monde, avec 7 enfants par femme. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Mamadou Samir, ministre de l'Économie du Niger. Bonsoir. Grace Kenza, représentante d'une ONG. Bonsoir. Michelle Amboli, directrice à l'Afrique pour l'OMS. Bonsoir. Assatou, jeune femme d'un village de Marobi. Bonsoir. Pour vous, ministre de l'Économie, que représente un taux de fécondité pour le pays, le Niger? Je vous dirais en fait qu'un taux de fécondité élevé peut favoriser la croissance démographique. Pourquoi? Parce que tout simplement il y aura plus de mains, donc il y aura plus de main-d'œuvre à utiliser, bien sûr. Il est important ici de comprendre un point, et en fait ce point-là c'est l'international. Vous savez, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup d'habitants et puis de nouvelles naissances, on a en quelque sorte, on crée une certaine transition de population entre pays, parce qu'il y a des gens qui vont partir dans d'autres pays, qui vont immigrer, et ainsi de suite. Mais ces personnes-là sont des Nigériens, vous savez, ils vont partir ailleurs avec notre mentalité, avec nos cultures. Ce qui va faire qu'ils vont créer, ils vont pousser notre culture à l'extérieur de nos frontières. Ils vont partir et puis montrer aux gens ce que c'est la culture internationale, la culture du Nigeria. Et ils vont revenir plus tard avec une compréhension de certaines choses qu'ils n'avaient pas avant. Ils vont revenir en fait avec des informations qu'il n'y avait pas avant. Et ceci va permettre en fait d'éduquer notre jeunesse. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que j'ai entendu dire par Monsieur le ministre. Puis, franchement, concernant le taux de fécondité, moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose pour notre pays, le Niger, d'avoir quand même plusieurs enfants qui naissent par femme. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à avoir des enfants quand même jeunes. Je dirais, j'ai eu mon premier bébé à 16 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même 7 enfants, puis c'est quelque chose que je trouve c'est vraiment un avantage pour moi, pour ma famille, parce que les enfants que j'ai en ce moment nous aident en fait à avoir un revenu quand même soutenable pour notre famille. Sans les enfants qu'on a, on n'a pas un revenu qui arrive à nous faire manger le soir, parce que le taux de chômage est quand même élevé. Puis les enfants qu'on a vont aider leur père à travailler dans les champs. Aussi, ce qui est nécessaire en fait de savoir, c'est qu'ici au Niger, on n'a pas une sécurité sociale. Par exemple, si je tombe malade, je n'ai pas une assurance. Quand je serai plus âgée, je n'ai pas une retraite parce que je ne travaille pas. Donc, ça va être mes enfants qui vont m'aider financièrement à avoir une vie quand même acceptable. Donc, aujourd'hui, le taux de fécondité, pour moi, une femme qui vient d'un village où les femmes ont beaucoup d'enfants, je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, je peux voir des femmes qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Eux, elles ont quand même de la difficulté à avoir un revenu parce que c'est juste le mari qui travaille. Alors, et même là, quand le mari travaille, il n'y a pas un revenu quand même soutenable pour une famille. Pour compléter sur ce que Mme Assatou vient de dire, je dirais qu'un autre avantage à avoir beaucoup d'enfants dans une famille nombreuse, c'est que ça permet d'alléger le fardeau des femmes. Et au niveau de l'OMS, nous questionnons évidemment sur les questions de santé et les tâches ménagères. Lorsque les femmes sont les seules personnes qui s'en chargent, ça affecte beaucoup leur santé et surtout leur espérance de vie. Donc c'est une très bonne chose d'avoir des enfants à qui on peut déléguer les tâches au foyer, à l'agriculture pour subvenir à vos besoins et vous soutenir vos activités de création de revenus si vous en faites dans votre village. Un autre avantage d'avoir une famille nombreuse, surtout s'il y a beaucoup de filles, c'est que dans certains pays d'Afrique, et le Niger en fait c'est en partie, c'est que les femmes et les filles sont souvent celles qui sont plus portées à prodiguer des soins aux enfants de bas âge ou aux personnes malades. Donc ça c'est notre avantage, plutôt santé informelle, mais qui contribue au bien-être de la population. D'accord, je suis vraiment d'accord avec ce que Madame Michel a dit. C'est bien votre nom? Oui. D'accord, Madame Michel,
Puis aussi, une autre chose qu'il faudrait mentionner, c'est que nous, au Niger, avoir des filles, c'est une fierté, c'est vraiment une richesse, parce que quand elles vont se marier, c'est eux, en fait, qui vont quand même prendre soin de nous, même si elles sortent de la famille. Puis, au Niger, on a quelque chose qui s'appelle la dot. Quand on marie nos filles, on a quand même une certaine richesse, parce que pour marier une fille, il faut que le mari ait assez de revenus pour permettre à la famille de vivre acceptablement. Donc, nous avons abordé les aspects positifs du taux de fécondité dans les domaines social, économique et de la santé. Maintenant, nous allons parler des inconvénients du taux de fécondité au Niger. Donc, pour vous, Madame Ambouli, c'est quoi les inconvénients selon vous? Selon moi, je dirais qu'un des réserves du taux de fécondité élevé au Niger, c'est que le mariage des enfants a un impact significatif sur la croissance rapide de la population nigérienne. Et ce n'est pas forcément un avantage, contrairement à ce qu'a dit le ministre de l'économie. Ce taux de fécondité augmente de manière significative, comme j'ai dit, la population du Niger. Et la conséquence, c'est que ça entrave dans tous les efforts qui sont déployés par les autorités nigériennes afin d'améliorer l'accès à des services sociaux de qualité par la population, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé qui sont très importants. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Un tel taux élevé, ça signifie que les adolescents âgés entre 14 et 19 ans contribuent entre 10% et 15% au taux de fécondité générale du pays. Et je pense pas que ça c'est normal. Ce sont les adultes, selon moi, les femmes adultes et les hommes adultes qui devraient contribuer en grande partie à la fécondité d'un pays, pas les adolescents. Donc, il y a des mesures à prendre ici, monsieur le ministre, avec votre gouvernement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le mariage précoce des filles est un problème dont beaucoup de pays en Afrique se sont engagés à combattre avec la ratification du protocole de Maputo. Et le Niger est l'un des rares pays à ne l'avoir pas encore ratifié. Vous savez, je vous ai écouté et puis il y a un point que déjà je vais commencer par clarifier, un point très important je pense. Vous avez aussi donné des avantages, donc je n'étais pas le seul. Nous étions en train de faire un débat dans lequel chacun donnait les avantages du sujet auquel nous sommes en train de parler. Donc c'est normal que je donne aussi les avantages, tout comme vous avez donné vos avantages. Donc en fait ce que je veux dire ici, c'est que je n'ai pas pris de position. Nous étions en train d'énumérer certains points qui sont importants qui sont importants en fait, parce qu'il faut que le public sache qu'il y a des avantages et des désavantages dans cette chose-là. Pour répondre à votre question, le pays subit de nombreuses crises alimentaires et une faible activité économique, ce qui fait que la croissance de la population est, on peut dire, dans cette vision des choses, un frein au développement. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je dirais même en fait que le système donc tout ce système institutionnaliste de notre gouvernement a du mal, en quelque sorte, à prendre en compte toute cette population. Parce que nous n'avons pas les infrastructures. Et vous le savez, vous pouvez le voir quand vous roulez, quand vous voyez, quand vous prenez dans la ville. Nous n'avons pas les infrastructures pour avoir toute cette surpopulation-là qui n'arrête pas de grandir. Donc c'est un gros problème. Et je vous dirais aussi qu'un autre problème très important, c'est celui de la surpopulation, donc, qui est un phénomène dans plusieurs pays, mais dans notre pays à nous, encore, nous n'avons pas assez d'infrastructures pour contenir tout ce monde-là. Et cette surpopulation fait de sorte qu'il y a d'énormes personnes qui communiquent ensemble tous les jours, ce qui fait que c'est plus facile pour qu'il y ait des maladies qui se développent. Et encore, lorsqu'on parle de maladies, vous savez, c'est un cercle vicieux. Parce que vu qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas assez d'hôpitaux, on n'a pas assez de structures étatiques pour permettre et pour contrebalancer et puis essayer de combattre ces maladies qui sortent. Mais encore, donc vous avez raison, madame. Vous avez complètement raison sur ces inconvénients. Je vous dirais aussi qu'il y a un autre problème, et ce n'est pas seulement celui du nombre de fécondités.
Non, en fait, non, vous avez raison. Je vais clarifier ça parce que je pense que c'est pas assez clair ce que je viens de dire. Oui, le problème principal, c'est le nombre d'enfants qui n'arrêtent pas de naître tous les jours. Mais je pense aussi que, et je prends la responsabilité parce que je pense que le gouvernement a une grosse responsabilité, il n'y a pas assez de demandes, d'offres. Donc, on a vu et on a dit, beaucoup d'enfants naissent, beaucoup d'enfants grandissent, qui vont à l'école, qui essaient de se développer, d'avoir de l'éducation. Mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que cette jeunesse, cette belle jeunesse qui sort avec autant d'ambition, comment est-ce qu'ils font pour essayer de trouver un travail lorsqu'il n'y a pas assez d'offres? On se retrouve à la fin avec 10 personnes qui veulent travailler, mais on a 2 postes. Ce qui fait que le taux de chômage est tellement élevé que ces personnes-là... Et encore, il y a une autre statistique très importante qu'il faut soulever ici, c'est le fait que ça peut pousser une sorte de criminalité, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants, il y a du chômage. Il y a du chômage, je dirais, désolé. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour survivre. Donc ils sont poussés à faire des activités qui, en quelque sorte, ne sont pas légales. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros travail de fond. Mais je pense bien sûr que nous sommes ici pour une raison, travailler en coordination ensemble, pour arriver à un but commun. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais moi je trouve que vous n'aviez pas assez mis l'accent sur la question de la santé, madame, de l'OMS. Parce que, par exemple, moi, lorsque j'ai accouché à 16 ans, j'étais dans un petit hôpital, puis il n'y avait même pas de médecin. C'était des jeunes infirmières qui venaient juste d'avoir leur diplôme. Alors pour moi, imaginez une jeune femme de 16 ans qui est en train d'accoucher avec pas de médecin, seulement des infirmières. C'est quand même, je trouve, un des inconvénients qu'on peut observer. Parce que les jeunes femmes, en tout cas qui accouchent, sont vraiment touchées par les soins de santé de qualité, parce qu'on n'en a pas, surtout dans les villages aussi éloignés du mien, comme le mien. Puis, comme le ministre l'a souligné, oui, on a beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas accès à des emplois. Par exemple, les enfants à moi, ils sont obligés de travailler avec leur père dans les champs parce que quand ils vont en ville, même s'ils déménagent pour aller en ville, il n'y a pas d'emploi. Ça, c'est un des gros inconvénients que nous pouvons observer. De plus, le taux de mortalité infantile est quand même très élevé, surtout dans les villages aussi reculés comme le mien. Par exemple, moi, en tout cas, j'ai vécu la mortalité d'un de mes enfants quand il est né, tellement l'hôpital n'avait pas d'équipement pour assister à la naissance d'un enfant. J'ai vu mon bébé mort, en train de mourir, parce qu'il n'y avait pas d'équipement, ni du personnel d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors, madame, je m'excuse d'avoir omis les questions de santé, évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis ici, mais j'avais préféré parler du problème du mariage précoce parce que c'est une des causes aussi. Je pense que c'est une conséquence de la mortalité des femmes. Parce que si puisque les jeunes femmes sont responsables d'une grande partie de la fécondité, justement, peut-être c'est parce qu'elles sont très jeunes qu'il y a des complications lors de leur grossesse. Donc, en évitant qu'elles se marient très tôt, ça peut éviter qu'elles aient ces conséquences. Mais c'est évidemment très important pour le gouvernement du Niger d'investir dans un plan national de santé. Nous allons plus tard parler des solutions, mais c'est juste pour rappeler que oui, le Niger fait partie des pays dans lesquels les statistiques en matière de mortalité, en ce qui a trait à la mortalité maternelle et néonatale, sont très élevées. Ouais. Donc les structures sont souvent vétustes, le personnel pas toujours qualifié ou les frais sont très coûteux. Donc il faudrait penser à les rendre accessibles et on aura le temps de parler plus tard. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une baisse spectaculaire de mortalité et normalement en parallèle, on s'attendait à avoir quand même une baisse de fécondité. Mais selon le schéma de transition démocratique, il n'y a pas cet alignement avec une baisse de fécondité et une baisse de mortalité. Je pense que vraiment, maintenant, on doit plus être axé sur les solutions qui vont permettre de vraiment, comme on dit, aller à la cause du problème que de s'attaquer aux symptômes. Donc, monsieur le ministre, je pense qu'on peut maintenant relayer les solutions pour voir ce qu'ensemble on peut faire. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les solutions selon vous? Vous savez, je pense qu'il faut, d'un côté, bien sûr,
il y a deux côtés dans une histoire. Il y a deux côtés dans une histoire. On peut parler de la responsabilité de la population, parce qu'elle a une responsabilité en quelque sorte. Mais le gouvernement a aussi une grosse responsabilité, parce que c'est de son devoir de s'occuper de sa population et de veiller à ce qu'elle puisse en quelque sorte s'épanouir dans de bonnes conditions et pas des conditions précaires comme on le voit actuellement. Vous savez, il y a un truc qui m'a énormément marqué et qui me marque souvent dans ce genre de débat, c'est que ça nous permet, c'est une solidarité. Je trouve que quand on discute comme ça, nous ne sommes pas ici pour essayer de se combattre et pour essayer de donner la faute ou dire à une personne qu'elle a plus de tort. Nous sommes ici pour essayer de travailler ensemble pour arriver à un même but commun, qui est celui du développement de notre belle patrie. Pour revenir aux solutions, chère madame, je vous dirais que la première chose à faire, c'est de lancer un projet de loi. Donc, en tant que ministre de l'économie, je vais essayer, je ferai de mon pouvoir bien sûr, de parler avec le gouvernement, de lancer un projet de loi. Mais, il y a une caractéristique très importante ici qu'il faut soulever, et c'est celle de la sensibilisation. Vous savez, on va sensibiliser la population. Vous, je veux dire, le ministère de la Santé va le faire, les ONG vont essayer de le faire, pour essayer de faire comprendre à la population les risques de ne pas avoir de la contraception et ainsi de suite. Mais il y a un autre problème plus important ici, et en tant que ministre de l'économie, je l'ai vu, et c'est pour ça que je vous dis, il faut le soulever, c'est ce problème de la sensibilisation interne. La grande majorité, et je dirais une certaine majorité des personnes qui se trouvent à la Chambre, ou encore du gouvernement, ne sont pas sur le terrain. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, ce qui fait que c'est plus difficile de garder cette transparence et de donner en fait autant de priorité à ces pauvres gens. Et donc je pense que la première des solutions, bien sûr, sera de s'asseoir, sensibiliser chaque personne du gouvernement et du Parlement, de tous les ministères, leur faire comprendre de la pauvre réalité des femmes des villages, comme nous avons eu aujourd'hui notre invité, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Assatou. Donc je vous dirais que ça ne va pas être facile, ça c'est sûr, parce que c'est un gros travail. Il va falloir bouleverser les tendances institutionnalistes, il va falloir tout changer, mais on va le faire. Les fonds sont importants. Je vous dirais que c'est bien beau, comme on m'avait dit au début, c'est bien beau de dire qu'on va faire des projets, mais je m'attends sûrement à une question de vous, bien sûr, ou de n'importe qui ici. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va se lever et décider de lancer des projets de loi? Je vous dirais que ça ne sera pas facile, parce que, vous le savez, on est en train il n'y a pas assez de fonds actuellement pour tous, il y a beaucoup de priorités, et malheureusement, c'est triste de le dire, mais il y a d'autres priorités qui sont encore plus importantes. Malheureusement, bien sûr, mais c'est la réalité des choses. Mais nous allons essayer de prendre à l'aide de l'impôt des transferts des recettes fiscales, des gens qui viennent de l'extérieur, avec les entreprises qui viennent dans nos pays. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de l'extérieur et puis qui s'implantent. Mais on va essayer de prendre des impôts sur eux, on va essayer de faire des taxes, afin d'avoir plus de revenus pour permettre à notre belle population, et nous avons eu Madame Assatou aujourd'hui, de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. De quel projet de loi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de projet de loi en éducation, en santé? C'est une très bonne question, et je vous dirais qu'il s'agit de plusieurs projets de loi. On va, comme j'ai dit au début, j'ai bien précisé en parlant de plusieurs ministères, donc quand j'ai parlé de la sensibilisation interne de plusieurs ministères, je faisais allusion au fait que dans chaque ministère, on aura un projet de loi. Donc des projets de loi, c'était au pluriel, ce qui veut dire qu'on essaiera du côté de la santé de faire des séances de sensibilisation, désolé, ça a dû être le café du matin, mais on fera des séances de sensibilisation, n'est-ce pas, afin de permettre à la population de se réveiller. Parce que vous savez, la population ne sait pas ce qui se passe. Ils ne sont pas habitués et il faut les réveiller, il faut leur montrer les risques. On ne peut pas changer quelque chose lorsqu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout de cette chose-là. Donc on va leur montrer les problèmes et on va essayer de faire ça à l'interne aussi et donner et proposer des lois, je dirais, que ce soit dans l'éducation, dans l'économie, en essayant d'avoir un peu plus de fonds, bien sûr, avec l'APD, donc l'aide au développement. On va essayer plusieurs choses encore. Je vous dirais culturellement, c'est un gros débat, donc on ne va pas rentrer dessus parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais voilà. Alors, le rôle, je suis contente d'entendre que votre gouvernement sera prêt à donc mettre en place ce genre d'initiative. Ouais.
C'est vrai que tout commence par les lois dans un gouvernement, ensuite des politiques et des programmes. Exactement. Et l'intervention de l'OMS ici, elle va consister à vous offrir une assistance technique qui va se baser autour de 3 actions. Donc nous comptons aider le gouvernement du Niger à déterminer les priorités et les besoins de votre population en matière de santé, d'éducation et de protection sociale. Le témoignage de Mme Assatou a souligné ces points. Donc j'imagine, donc là ça me confirme que l'OMS a fait un très bon travail en étudiant les besoins et nous allons continuer à le faire avec vous. Donc la deuxième action que nous on est prêt à faire, c'est de vous aider à expérimenter donc les politiques et les programmes qui vont répondre à ces besoins une fois que vous aurez adopté les projets de loi. Et la dernière chose, ce sera de vous aider à appliquer plus largement les interventions afin qu'elles soient efficaces et surtout qu'elles ne se limitent pas seulement dans les zones urbaines, mais aussi les zones rurales et les zones très éloignées, parce que souvent ces personnes-là sont exclues à cause de leur manque de solvabilité. On ne leur permet pas d'avoir accès aux soins de santé, aux services de qualité. Donc nous venons avec 4 recommandations. La première priorité stratégique pour le gouvernement du Niger, c'est de tendre vers la couverture sanitaire universelle et promouvoir la santé tout au long du cycle de vie. Comment se faire? La première des choses déjà, c'est d'adopter donc des principes d'équité en matière de santé. S'assurer qu'il y a des infrastructures de santé fonctionnelles avec un personnel qualifié qui est sensible aux besoins des populations, peu importe leur statut social. Donc il n'y a pas d'égard à la solvabilité. Tout le monde doit avoir accès à la santé et surtout aux soins de santé primaires. Et surtout et promouvoir aussi la santé. Il ne faut pas juste agir, comme on a dit, pour guérir la maladie, mais pour prévenir la maladie. Donc il y a des sensibilisations, il y a des vaccinations qui doivent être accessibles à tout le monde. La deuxième priorité stratégique, c'est le renforcement de l'utilisation de la planification familiale. Alors ça concerne aussi bien les femmes, les hommes, les familles et les prestataires de soins de santé. C'est leur rôle de renseigner les femmes sur les meilleures façons de planifier leur grossesse, d'être prises en charge, de savoir espacer les grossesses, de savoir, de connaître l'importance de l'allaitement, parce que cela va faire en sorte qu'il y ait une réduction de la mortalité maternelle. Les femmes seront prises en charge par un personnel qualifié. Les enfants, lorsqu'ils seront nés, seront allaités jusqu'au moins 6 mois pour qu'ils évitent des carences de malnutrition. Et les femmes sauront quel genre d'aliments il faut donner à leurs enfants pour qu'ils soient bien nourris jusqu'à l'âge de 5 ans et pour qu'on baisse donc le taux de mortalité infantile. La planification familiale va aussi concerner, vise aussi à rendre plus accessible et à moins de coûts ou gratuits les différentes méthodes de contraception. Et vraiment sensibiliser les populations sur le fait que contraception ne veut pas dire qu'on encourage le vagabondage sexuel, mais c'est vraiment pour éviter donc un accroissement rapide de la population, des maladies sexuelles et des grossesses sans espace qui peuvent avoir des conséquences sur le corps des femmes. La priorité stratégique, la troisième priorité stratégique, c'est promouvoir la protection sociale tout au long de la vie et ça commence dès le bas âge. Ces femmes qui ont beaucoup d'enfants ont besoin de revenus additionnels, non seulement de leur femme, de leur mari, de leurs enfants qui travaillent, de leurs activités, mais aussi du gouvernement, des prestations familiales, des prestations au logement, à la santé, à l'éducation. Ça, à long terme, ça va vraiment avoir un impact sur le bien-être de la population. Et enfin, la dernière stratégie concerne l'accès des femmes et des filles à l'éducation. Comme je l'ai montré tout à l'heure, le mariage précoce des filles a un impact très négatif sur le développement socio-économique d'un pays. Investir dans l'éducation des filles, ça améliore aussi les performances économiques d'un pays, tout comme en investissant dans l'éducation des hommes. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment sensibiliser donc, les familles sur l'importance de laisser leurs filles aller, parce que ça aura des conséquences positives pour eux-mêmes et pour leur État. Et il faut aussi former les enseignants sur les principes d'équité et sur les questions de genre, pour ne pas qu'il y ait des ségrégations concernant les matières ou le traitement, la façon d'enseigner les filles et les garçons. Il faut donner à tout le monde les mêmes opportunités d'apprendre et donc éviter les discriminations liées au sexe. Alors, je pense qu'avec tout cela, on va faire quelque chose ensemble. Oui. On verra à long terme d'ici 2022 une bonne évolution. Je m'excuse des dernières choses. Vous avez mentionné que vous avez souvent des difficultés économiques qui vous empêchent de vraiment investir assez de fonds dans ces domaines-là qui sont vraiment importants. Alors, est-ce que vous avez considéré les transferts migrants? Parce que les recherches montrent que beaucoup de familles nigériennes et en Afrique
dépendent beaucoup de ces transferts qui viennent de leurs parents qui sont à l'étranger. Ouais. Et ce serait bien pour le gouvernement de les régulariser, de laisser une partie aller chez les personnes. Et puisque cet argent est envoyé pour la survie souvent, donc ce serait bien d'utiliser ça comme mécanisme de financement de la protection sociale. Je suis complètement d'accord avec vous. Et au contraire, je pense que, encore, vous avez apporté certains points que, en tant que gouvernement, nous n'avons pas eu idée ou nous n'avons pas pensé à ça. Pendant que vous parlez, j'ai eu j'ai pensé à une solution très importante que on avait rédigée avec le ministère. Désolé. C'était en fait promouvoir des récompenses. Promouvoir des récompenses et des sanctions. Vous savez, dans un pays, malheureusement, on a besoin de ça souvent pour réguler le comportement de certaines personnes. Vous savez, c'est comme dans une salle de classe, hein, vous savez, il y a des gens qui ne vont pas faire ce qu'on leur demande de faire, mais quand ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, on est obligé, grâce, que ce soit dans une salle de classe, avec certaines mesures, nous, en tant que gouvernement, il y aura des taxes ou des amendes, et ainsi de suite. Avec du temps, avec de l'effort, nous allons développer d'autres mesures afin de punir ceux qui ne suivent pas la loi. Et vous savez quoi? C'est comme du bouche à oreille. Donc quand vous punissez quelqu'un, le monde le voit. Les gens le voient, la population voit en fait ce problème-là et voit ce qui se passe. Ça fait que la prochaine fois, ils ne le feront pas. Donc punir quelqu'un nous aidera de petit à petit réguler tout le reste. À vous. Oui, ben ça correspond un peu à ce que je voulais dire, c'est la législation sur l'âge minimum de mariage, par exemple. Je pense que ça, c'est un point important et que vous pouvez soumettre aussi à vos collègues, qu'ils puissent avoir des sanctions par rapport à l'âge minimum. Après, je ne sais pas comment l'âge minimum va être calculé ou régulé, mais je pense que c'est un point où on devrait accentuer là-dessus. Moi, comme il a présenté, je suis représentante d'une ONG à Agadji, dans le village de Madame Assatou. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et ça, on a vu que travailler, éduquer les femmes, c'est une chose, mais ce que nous, on propose aussi, c'est éduquer les hommes. Parce qu'une femme peut faire que 2 enfants par an, tandis qu'un homme peut faire plusieurs enfants par an. Donc c'est vraiment cette éducation axée sur l'homme, mais aussi avoir une approche participative sur la sphère privée. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les chefs d'autorité du village, comme les marabouts, les pasteurs ou toute personne, chef coutumier, toute personne qui peut avoir cette influence dans cette sphère privée. Donc pour moi, ce serait bien d'allouer sphère publique et sphère privée. Donc c'est vraiment, notre ONG est vraiment axée là-dessus. Et oui, on travaille aussi sur l'accessibilité des soins. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on travaille là-dessus. On fait des levées de fonds, c'est ça qui permet de financer toutes ces actions. Mais vraiment, comme vous êtes présents aujourd'hui, de vraiment prendre tous les éléments qui ont été pris aujourd'hui pour pouvoir soumettre à vos collègues et ainsi le gouvernement. Nous sommes à la fin de ce débat ce soir sur le taux de fécondité au Niger. Avec l'aide des personnes présentes, nous avons abordé les différents enjeux et problématiques du taux de fécondité, comme les avantages, les inconvénients et les solutions. Qu'en pensez-vous de ces solutions? Elles sont-elles réalistes? Et je voulais remercier aussi nos 4 invités de ce soir.